Alors, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Par rapport à notre dialogue d'aujourd'hui, il est question pour nous de discuter sur les politiques publiques euh, à mettre en place en RDC en cette période d'après Covid-19. Et donc, je ne serai pas seul dans ce dialogue. Nous serons à trois, notamment avec le docteur Benoît Kamanda ainsi que le maître Chris Mouepou. Je ne sais pas s'il nous saluer et se présenter brièvement. D'abord, Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les internautes et tous qui nous suivent en ce moment même. C'est un plaisir qu'on s'y retrouve pour essayer d'échanger sur des sujets bien importants. D'accord, merci Benoît. Maître Chris, un petit mot. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chris Mouepou-Banza, alumni du YALI Cohort 12 à RLC East Africa. C'est un plaisir de partager avec vous et de se retrouver aujourd'hui pour parler de la RDC après le Covid-19. D'accord, merci beaucoup, Maître Chris. Je pense que d'entrée de jeu, on pourrait déjà commencer avec toi. Comment envisages-tu les politiques actuelles en RDC en matière de riposte contre le Covid, et mais aussi tout ce qui est envisageable par rapport à la vie après Covid-19? Comment envisages-tu, comment vois-tu euh, toutes les politiques actuelles qui sont mises en œuvre? Et comment penses-tu qu'on pourrait envisager des updates par rapport à toutes ces politiques? Oui, merci Rudy. En fait, d'entrée de jeu, hein, c'est un secret pour personne. La lutte contre le Covid-19 a été un élément. Allô, Chris? Se sont remplis de positions et sont revenus sur. Mais bon, petit à petit, les choses sont comme ça à se stabiliser. On est là, on est présentement ici dans cette période de confinement et l'état d'urgence qui ne cesse de se progresser, qui ne cesse de se prolonger. Et malheureusement, avec aussi le nombre des cas contaminés qui ne cesse de croître, j'ai entendu dire que l'équipe de riposte prévoyait que le pic des nombres de malades pour la RDC devrait s'établir au moins à 5 000 contaminés pour se mettre finalement à parler du déconfinement. Cependant, je remarque qu'il y a de plus en plus d'initiatives venant de beaucoup d'organisations de jeunes qui mettent la main dans la pâte. J'ai vu récemment certains amis des cliniques générales qui ont proposé une application qui était susceptible à pouvoir élever le niveau d'information et de géolocalisation par rapport à la maladie. Bon, en fait, mon app peut-être serait vraiment plus orienté au niveau de ce qu'il faudrait faire après. Et comme le renseigne l'affiche, j'ai parlé plus des politiques publiques qu'il faudrait appliquer du point de vue de la justice et de la diplomatie. Exactement. Si on va très spécifiquement concernant ces politiques publiques, il faudrait mettre sur pied sur le point de vue juridique par rapport à notre arsenal juridique et aussi, je pense, du point de vue diplomatique. Que pensez-vous que ça serait aujourd'hui une opportunité, n'est-ce pas, en matière de politique publique, que, par exemple, le gouvernement ou tout autre acteur qui travaille dans le sens de la lutte contre le Covid-19 et aussi de l'après-Covid-19 en matière de consolidation du tissu socio-économique, que nous devrions mettre en marche. Et je voudrais qu'on y aille de manière un peu séquentielle. Qu'est-ce que vous pensez qui a existé? Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons aujourd'hui améliorer par rapport à ce qui existait? Et enfin, qu'est-ce qui pourrait être ajouté de nouveau par rapport à ce que vous avez remarqué actuellement en RDC? Ok, très bien. En fait, de manière générale, hein, je vais prendre la justice dans son aspect des institutions qui réglementent la vie en société et aussi dans le domaine de l'arsenal des textes de la République. En fait, vous devrez le savoir et
le dit très souvent, la RDC est l'un des pays qui possède les meilleurs textes du monde. Notre gros problème se trouve plus au niveau de l'application. Du point de vue de l'appareil judiciaire, de l'arsenal, le statut des textes, le statut de l'arsenal, il n'y a pas trop à redire. Mais cependant, notre pays a besoin pour maintenant, et comme le disait le ministre provincial de l'Environnement, il faudrait profiter de cet état d'urgence, de cet état des choses pour relancer définitivement les politiques, histoire de se mettre sur les bonnes voies. J'aborde des autorités, aussi toute la nation congolaise, nos compatriotes, à pouvoir se serrer les coudes, histoire à bien actionner les leviers constitutionnels et démocratiques qui sont à notre côté pour amener la justice à devenir plus droite. Comme le dit péjorativement la plupart des observateurs, la justice congolaise est une justice à double vitesse. Malheureusement, c'est un triste constat qui est réel et pour lequel la proposition que j'ai irait dans le sens de bien vouloir réduire ces écarts. Alors, je parle ici de la refonte et de la restructuration des services généraux de la justice. Et évidemment, nous avons une inspection des services généraux de la justice qui existe au niveau du Conseil de la magistrature. Mais cependant, et c'est de mon point de vue, sa faiblesse réside au niveau que les animateurs sont tous des magistrats entre eux. Alors, il se fait que quand on saisit l'appareil, même quand il est question de demander une sanction disciplinaire pour l'auxiliaire de justice, le juge, le magistrat, même le policier, il y a une forme de solidarité entre les acteurs. Et c'est ce qui favorise l'attitude des magistrats intouchables. Alors, malheureusement, quand on est dans un cas de figure où on a affaire à un juge ou à un magistrat qui lui-même enfreint la loi pour le non-respect d'une procédure, nous sommes complètement dépourvus de moyens efficaces de lui faire pression. Alors, on est dans une situation qui ne dit pas son nom, des juges, les magistrats et même les policiers qui semblent être au-dessus de la loi. Alors, c'est dans ce sens-là que moi, personnellement, avec mon organisation, nous initions un projet qui consiste à proposer à l'Assemblée une proposition de loi qui viserait à refondre l'inspectorat général des services judiciaires pour en créer une autre dont les animateurs ne seront pas membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni corps de la police, mais pourraient venir de toutes les structures ou les forces vives de la République, c'est-à-dire la société civile, des barreaux, de la magistrature, de la présidence du Parlement et consorts, histoire d'avoir des autorités qui ne vont pas remplacer les services judiciaires, mais qui pourront, en cas de non-conformité administrative des règles, sanctionner, au moins du point de vue administratif, les policiers et les magistrats qui seront, et c'est même devenu une pratique récurrente ici, en train de marcher sur la procédure. On se dit que si, à l'échelle de chaque parquet, de chaque tribunal, de chaque bureau de police, de chaque institution, on avait attaché un service d'inspectorat devant lequel le justiciable pourrait aller se plaindre de l'écart de conduite d'un magistrat ou d'un policier, et qui pourrait aussi être assujetti à une réaction rapide, on pourrait vraiment réduire de plus de 80% les débordements que nous avons des magistrats. Enfin, voilà en gros ce que je préconise pour la justice. Et je pense que sur notre prochain tour de parole, je pourrais revenir en termes de diplomatie. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Maître, pour cette intervention par rapport à la justice, parce que nous savons très bien que si l'appareil judiciaire ne joue pas bien son rôle, quelles que soient les pratiques en matière de développement qui seront envisagées par les uns et les autres, nous connaîtrons toujours ce problème récurrent de corruption, parce que cette corruption nous empêche pratiquement d'avancer dans toutes nos politiques que nous mettons en place, qui permettrait au fait de développer le pays, et surtout qu'après Covid-19, il y a beaucoup de réalités auxquelles nous ferons face. Mais en même temps, je voudrais directement passer au docteur Benoît, et pour savoir un peu, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui par rapport à toutes ces politiques publiques qui sont développées, et comment pensez-vous que ces politiques publiques en matière de santé, n'est-ce pas, en matière de santé et en matière d'environnement, comment est-ce qu'on peut les adresser, les améliorer
et qu'est-ce que nous pouvons apporter de nouveau en RDC juste après la période du Covid-19 pour que notre tissu socio-économique se recouse et que nous puissions demain, par exemple, envisager qu'il n'y ait pas autant de problèmes par rapport à la matière sanitaire, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes congolais connaissent ce problème lié spécifiquement à la santé. Et avec l'arrivée du Covid, c'est encore devenu plus difficile pour eux de trouver des facilités en cette matière. Alors, je voudrais un peu avoir votre avis quant à ce. Oui, justement, déjà, il faut savoir que cette situation pandémique a vraiment mis à nu tout ce qui sont, tout ce que nous avons fait à notre pays et tout. Ce n'est plus à démontrer, on ne peut pas les démontrer, on ne peut pas démontrer comment est-ce qu'aujourd'hui la situation sanitaire est catastrophique. Et même pour ceux qui ont des moyens aujourd'hui pour pouvoir s'offrir des soins adéquats, aujourd'hui se retrouvent complètement bloqués, tout simplement parce que nous avons, il y a très longtemps, souffert notre pays dans ce sens-là où on n'a pas voulu, dans cette politique publique, en matière sanitaire, on n'a pas voulu renforcer les systèmes sanitaires. Aujourd'hui, tout nous tombe dessus. Et aujourd'hui, c'est comme nous sommes en train de les voir. Même pour ce qui concerne l'environnement, aujourd'hui, on a beau dire de ce qui peut être le coronavirus, mais on se retrouve dans une situation comme telle où on ne peut plus échapper au chaos. Donc, le chaos devient quelque chose. Aujourd'hui, la théorie des chaos devient plus possible, alors qu'on pensait que cette théorie ne pouvait pas être possible. Mais aujourd'hui, elle devient plus possible. On sait que si on ne sait pas prendre certaines mesures aujourd'hui, certaines situations dans l'avenir pourront encore nous mettre à terre. C'est dans ce sens-là que dans le secteur de la santé, il y a lieu de pouvoir renforcer surtout l'accès aux soins de santé primaire. C'est vraiment un secteur qu'il faut renforcer. C'est comme le maître Chris Albert Moïpoulé disait tout à l'heure, là, qu'en termes de texte, la RDC contient des beaux textes. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais le problème qui se pose, c'est dans l'application de ces textes. L'application de ces textes, je dirais peut-être, on ne sait pas si c'est de la mauvaise foi de ceux qui gouvernent ou bien peut-être de l'ignorance des nous, citoyens, et même aussi de ceux qui nous gouvernent. Donc, même quand on veut voir le système sanitaire qui régit la RDC, on a constaté que c'est un système sanitaire qui va jusqu'à toucher la vie, donc c'est-à-dire la santé de l'humain à la base. Donc, puisque nous sommes dans un système de santé qui est bien réparti, selon un système périphérique, un système intermédiaire aussi, un système central. Mais le problème, c'est dans l'application, c'est dans les mesures d'application. Par exemple, dans des zones de santé, on peut le voir, hein, on peut le voir comment est-ce qu'on a toutes ces difficultés de pouvoir apporter ne serait-ce que ces outils ou bien apporter ne serait-ce que les soins de santé primaire à ces populations qui en ont besoin. Et aussi la main-d'œuvre qui est vraiment la moindre ici dans ce pays et surtout dans certains coins. 60% des corps médicaux sont concentrés à Kinshasa, alors que Kinshasa ne contient que 10% de la population nationale. Donc, comprenez qu'il y a lieu de pouvoir trouver des mécanismes. Nous allons peut-être certainement faire des propositions par la suite pour démontrer ce qu'il faut faire après le Covid pour essayer d'éviter que nous retombions dans le chaos dans l'avenir. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dr Benoît. Je rappelle que vous êtes un alumni du programme Mandela Washington Fellowship. C'est un programme qui est lancé par le département d'État américain sous impulsion du président Barack Obama en 2010. Je pense que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes des alumni de YALI, nous sommes des anciens boursiers du programme YALI, Young African Leaders Initiative. Et c'est ainsi qu'en tant qu'anciens boursiers, nous avons quelques compétences que nous avions acquises, que ce soit au travers des formations que nous avons reçues, ou chacun par rapport à son domaine de prédilection.
pour en fait proposer des solutions qui s'adressent au Covid-19. Alors, ce que moi je pourrais dire rapidement par rapport à cette situation, parce que je devrais aussi placer un mot, je pense que la situation relative au Covid-19 va nous ramener à une crise qui aujourd'hui est envisageable. D'abord dans le secteur de l'emploi. Majoritairement en termes de cash ou en termes d'entrée d'argent en RDC, ça dépend plus que ce soit aussi en matière d'emploi, ça dépend plus des relations que nous avons entre nous en RDC, soit à la diaspora ou avec les expatriés. C'est essentiellement au niveau de la création de la valeur ou des valeurs différentes. Et à ce niveau, aujourd'hui, avec cette arrivée de la pandémie du Covid-19, il se fait que la plupart, en fait, de ces expatriés ou la plupart des Congolais de la diaspora peuvent aujourd'hui, vu la technologie qui est développée à l'étranger, rester à la maison, appliquer la distanciation sociale et ne même pas se déplacer, mais continuer à travailler. Ce qui veut dire, de plus en plus, nous aurons moins d'opportunités localement à affronter le problème de l'emploi. Pourquoi? Parce que lorsque toutes ces personnes reviennent en RDC, lorsque tous ces expatriés entrent au Congo, vu que le Congo, c'est une terre où ils peuvent arriver en toute sécurité et pratiquer leurs activités commerciales en toute liberté, vu qu'ils ne savent plus le faire suite au Covid-19, de un, nous avons une baisse en termes de capitaux. Et de deux, notre produit intérieur brut va connaître une légère baisse, bon, peut-être même une sérieuse baisse. En observant les quelques statistiques qui ont été élaborées par exemple par Bloomberg, aujourd'hui, on se rend compte que le PIB de la RDC pourrait connaître une réduction de pratiquement 22%. C'est à moins 22% d'ici qu'on atteigne décembre 2020. Et pire encore, la Banque centrale a dû injecter des fonds dans l'économie congolaise en matière de devises étrangères. Et vu que nous consommons beaucoup le dollar, donc les devises ont été introduites par la Banque centrale dans les banques auxiliaires, qui sont essentiellement des banques privées et commerciales, pour équilibrer l'économie. Du coup, nous avons un sérieux problème de liquidité, un sérieux problème d'opportunité. Et ceux qui vont vraiment en pâtir, encore une fois de plus, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, qui constituent pratiquement 65% de la population, et donc ces jeunes vont se retrouver du jour au lendemain peut-être au chômage. Et du coup, ça, ce sont des problèmes qui devraient être adressés, par exemple, par les politiques publiques. Et là, je vois d'un côté, comme l'a présenté le maître Chris, il faut que nous puissions déterminer clairement des actions à mener du côté juridique pour l'instrument, l'appareil juridique, parce que tant que, par exemple, l'appareil juridique est faible, nous ne pouvons pas avancer. Deuxièmement, nous devons améliorer nos approches sur le point de vue sanitaire, parce que comme le docteur Benoît vient de le dire, sur le point de vue sanitaire, nous avons de sérieux problèmes en matière d'infrastructure, en matière de personnel, et surtout que certaines zones ne sont pas facilement couvertes par les spécialistes du personnel médical. Et en dernier, ce que je viens de présenter, c'est que nous aurons un sérieux problème au niveau de l'emploi. L'emploi va poser problème parce que les capitaux ne viennent plus comme ils venaient avant. Les devises n'entrent plus comme elles entraient avant. Les entreprises qui constituaient essentiellement la partie positive de notre balance économique sont plus tournées, extraverties et tournées vers l'étranger. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura plus assez de cash, on n'aura plus assez de travail. Et cela demande des actions. Alors, moi, je vais directement aller sur ça. Je reprends sur le maître Chris. Maître Chris, que pensez-vous que nous pouvons, d'entrée de jeu et rapidement, poser comme acte 3 actions à poser à court terme sur l'appareil judiciaire pour que l'après-Covid soit une période idéale de relance multisectorielle de la RDC? Rapidement, 3 actions juridiques qui peuvent être posées en RDC pour garantir le tissu socio-économique de l'après-Covid. Ok, très bien. Merci, Rudy Kelo. En fait, de mon point de vue, et c'est celui de plusieurs observateurs, hein, il est quasi une impérativité pour l'État congolais d'assainir son appareil judiciaire. Il y a quelques années, le président de la République, le président de la République Joseph Kabila à l'époque, avait procédé à la mise hors circulation de certains magistrats qui seraient véreux. Vous serez surpris qu'il arrivait pendant les contrôles de trouver certains magistrats qui étaient détenteurs de diplômes en géologie ou en géographie. On se demande comment est-ce qu'ils arrivaient à, avoir à lire le ABC du droit. Je pense que cette
ce nettoyage a été bon, mais il a été vraiment loin d'être parfait. Il y a eu beaucoup d'innocents qui ont été débarqués. Il y a eu beaucoup de magistrats sans qualité qui sont restés. Mais secondo, comme je le disais bien avant, nous avons vraiment besoin d'avoir l'inspectorat général des services judiciaires. Vous savez, il est triste de le reconnaître, mais il y a tous les Congolais le savent, hein, il n'y a rien de nouveau à ce que je dis, il y a des policiers et des magistrats, des auxiliaires de justice qui sont quelque peu pires que les criminels qu'ils arrêtent, avec des pratiques qui sont vraiment alors à des kilomètres du ABC de toute procédure judiciaire. Alors, malheureusement, les professionnels de justice se trouvent très souvent dans l'incapacité de pouvoir les mettre devant leurs responsabilités, puisqu'il y a une tendance à solidariser quand on saisit le Conseil supérieur de la magistrature pour une prise à partie ou quand on saisit l'inspectorat général des services judiciaires pour réorienter le dossier. Alors, ma recommandation, ma proposition consiste à pousser l'État à mettre en place un nouvel appareil, un nouveau inspectorat général des services judiciaires qui sera composé essentiellement des membres qui ne seront ni magistrats ni policiers. Ils pourront venir de toutes les sources de la société, je l'ai dit tantôt, en délégué 2, les délégués, on pourrait répercuter sur chaque tribunal, chaque parquet, chaque bureau de police, un inspectorat général à sa mesure, qui ne se chargerait que de pouvoir veiller à la conformité des actes administratifs que poseront les magistrats, les policiers et les juges. Comme ça, on pourra au moins se rassurer on pourra au moins limiter leur bévure. Aussi, enfin, il faudrait que l'État puisse très vite, au plus vite, passer à un nouveau recrutement des magistrats. Vous savez, il y a dans plusieurs coins de la République où l'État n'est pas du tout représenté, hein, et à ce genre d'endroit, il est extrêmement difficile de pouvoir faire respecter la justice. Voilà les 3 mesures dont je fais allusion. Mais personnellement, principalement, je voudrais appeler la population congolaise à pouvoir m'accompagner dans la pétition que nous allons bientôt mettre en ligne. Il est question de réunir 100 000 signatures pour demander au Parlement de pouvoir renouveler l'inspectorat général des services judiciaires, comme je l'ai proposé. Bien, merci. Merci, Maître Chris, pour ces propositions que vous avez faites par rapport à l'appareil judiciaire. Et je voudrais aussi rebondir directement sur le docteur Benoît. Que pensez-vous que nous pouvons aujourd'hui actionner, n'est-ce pas, comme 3 principales activités ou trois actions principales que nous pouvons mener à partir d'aujourd'hui pour qu'à court terme, quand je dis à court terme, c'est dans les 6 à 1 année, que la période de Covid-19 ne soit pas un enfer pour la RDC en matière sanitaire et environnementale. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des propositions qu'il faudrait quand même faire dans ce sens-là. Pour ce qui concerne dans le domaine environnemental et puis même aussi dans le domaine de la santé, dans les domaines sanitaires. Entre autres, déjà, je voudrais aussi les dire, peut-être ce serait une première fois de pouvoir les dire sur la place publique, que déjà même certains alumni ont déjà essayé de travailler sur un projet qui se trouve ou bien qui se trouverait en ce moment à la présidence de la République. Ces projets portent sur un modèle, donc c'est-à-dire un modèle de gestion environnementale très efficace. Et vous vous souviendrez même que le président nous aurait emboîté les pas en mettant en place une structure écologique dans ce sens-là, puisqu'aujourd'hui, rien que pour les maladies qui sont liées à l'environnement, on en a dans le monde, ce type de maladies, on en a jusqu'à 30%. Donc 30% des maladies mondiales sont liées directement à des causes environnementales. Donc il faut pour nous mettre un plan doté de la République d'un plan de gestion environnementale très efficace. Par la suite, il faut aussi réhabiliter et implanter des structures sanitaires
des proximités, des centres de santé, des pharmacies, de façon à ce que nos populations aient de quoi en tout cas s'approvisionner pour répondre à des soins, des premiers secours, des soins primaires. Développer les ressources humaines. Il faut qu'on développe constamment les ressources humaines, puisque même hein, le maître Chris le disait tout à l'heure là que le président Kabila, il avait de son temps démasqué certains magistrats, verrez bien, qui n'étaient pas des magistrats, qui pour la plupart étaient soit géologues ou dans d'autres domaines. Il en est de même aussi pour le secteur de santé. Il faut en fait redynamiser ces secteurs, améliorer les conditions de travail du personnel de santé, approvisionner en produits pharmaceutiques de base. Il faut équiper nos hôpitaux, nos centres de santé, mais aussi nos cliniques universitaires. Par là, vous verrez par exemple avec cette histoire que nous avons connue il y a quelques années du cinquantenaire où on est allé injecter plus de 70 millions de dollars dans un éléphant blanc qui ne sert presque à rien. Je ne sais pas s'il faut qu'on dise aujourd'hui, peut-être Dieu merci, puisque aujourd'hui cet hôpital sert des centres de traitement pour le coronavirus aujourd'hui, même les plus démunis. En plus, il s'agit d'une urgence sanitaire. Ils vont maintenant pour se faire soigner, mais il n'y a presque rien là-bas. Il faut surtout, si je pourrais mettre une incise là-bas, il faut garantir l'accès des soins de santé des bases en mettant en place une éducation pour la santé. L'approvisionnement des médicaments, comme je disais tout à l'heure là, des médicaments essentiels, puisque même dans nos centres de santé périphériques ici, ces types des médicaments, des soins de santé très essentiels en manque. Vous rendrez compte qu'il y a même de ces personnes qui perdent la vie tout simplement parce qu'il n'y a pas de l'aspirine ou parce qu'il n'y a pas de la dipyrone. Bon, bien qu'elle soit aujourd'hui proscrite, mais des produits qui peuvent sauver des vies, mais dans nos centres de santé, nous en manquons. 40%, donc c'est-à-dire plus de 40% de la population n'a pas accès à ces soins de santé. D'où nous devons vraiment mettre en place le traitement des maladies courantes. Nous devons faire la promotion des conditions alimentaires, nutritionnelles et même aussi pour l'eau potable puisqu'il s'agit de l'environnement. Lutter contre les grandes endémies, nous devons renforcer les soins maternels et infantiles, y compris les plannings des vaccinations. Nous devons aussi vraiment mettre une incise sur les vaccinations pour éviter certaines maladies. Et surtout aussi pour ce qui concerne la population, et non seulement la population, mais aussi le gouvernement. Nous devons assainir le milieu auquel nous vivons, puisqu'il s'agit de notre environnement. Quand cet environnement est touché, aujourd'hui, les maladies, c'est comme je le disais, soit tout à l'heure là, que les maladies liées à l'environnement avaient une proportion de plus de 30% sur l'échelle mondiale. Donc, vous comprendrez que si nous devons prendre conscience et bien assainir notre environnement, on peut vraiment éviter de tomber dans ces types de maladies qui sont liées à l'environnement. Oui, merci beaucoup, docteur Benoît. Ce que moi, je peux juste ajouter à ce que vous aviez dit, c'est que on se rend compte que la période de l'après-Covid pourrait être une période en fait, qui pourrait exploiter l'opportunité qu'il y a de faire des réformes, que ce soit des réformes au niveau de la justice, que ce soit des réformes au niveau de la santé, que ce soit des réformes de l'environnement, de manière à ce que tout Congolais qui jouit de la nationalité, toute personne qui jouit de la nationalité congolaise puisse bénéficier de ces polices qui demain garantiraient son avenir. Et ce que moi je peux juste ajouter en surplus à ce que vous aviez dit, c'est que par rapport à ce qui concerne la partie prévoyance sociale, surtout lorsque nous touchons à l'emploi, il faudrait, à mon sens, à mon humble avis, revoir tout ce qui concerne les infrastructures. Parce qu'en RDC, même s'il faudrait que nous puissions parler d'une justice équitable, que nous puissions parler, par exemple, d'accès aux soins de santé de manière équilibrée pour que tout le monde puisse, par exemple, demain se retrouver
prises en charge par des structures médicales locales, il faudrait forcément qu'il y ait des infrastructures qui permettent à ce que ces personnes puissent être prises en charge. Et lorsque je vois les infrastructures, je parle des infrastructures routières. Il y a certains médecins aujourd'hui qui ne savent pas prester qu'en dehors des grandes villes et dans les villes qui sont en retrait ou dans les cités qui sont en retrait, ils ont un sérieux problème d'accès aux soins de santé. Ils ont généralement les politiques qui sont développées en RDC en matière de santé, que ce soit en matière juridique, se concentrent sur les grandes villes qui sont accessibles. Mais les villes qui ne sont pas accessibles ou les coins qui ne sont pas accessibles sont souvent laissés au dépourvu, abandonnés à leur triste sort. Et ce qui fait que généralement, les accès ne sont pas équitables et ça crée l'exode rural. Mais si demain, il y a de vraies politiques qui sont développées en matière d'infrastructures qui permettraient à tout Congolais, partout où il se retrouve, d'avoir l'accès aux mêmes soins de santé, d'avoir l'accès aux mêmes privilèges par rapport à la justice, je pense que de un, ça va limiter l'exode rural. Nous aurons de moins en moins de personnes qui voudraient quitter de ces coins reculés, entre guillemets, de la RDC pour se rendre dans les grandes villes. Tandis que dans ces mêmes grandes villes actuellement, qui connaissent ce problème lié au Covid-19, qui fasse que, par exemple, sur Kinshasa, qui est un confinement des grands centres d'intérêt comme la Gombe, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins d'opportunités pour se faire une vie ou pour se refaire une vie après le Covid. Si les infrastructures sont bien réfléchies à l'intérieur du pays, ça ferait que, par exemple, que les biens de première nécessité qui sont généralement consommés d'un point à un autre seraient rapidement acheminés et il n'y aura pas cet engouement du fait que les gens veuillent tout le temps venir vers les grandes villes. Ça, c'est de un. De deux, c'est en matière d'énergie. L'énergie est essentielle. Pourquoi? Parce que l'énergie permettra à l'information de circuler rapidement. Aujourd'hui, le travail tel qu'il est composé, nous avions eu une discussion sur le nouveau paradigme concernant le travail ou, de manière générale, l'emploi ainsi que la mobilité. Il se fait qu'aujourd'hui, le travail n'est plus considéré comme il était avant. Lorsqu'on veut que ce travail soit rémunéré, qu'il soit un certain emploi, c'est clair que la plupart des emplois, entre guillemets, des emplois du futur, qui aujourd'hui seront accélérés pour nous rejoindre, ça sera de l'emploi qui sera, ou des emplois qui seront des emplois connectés. Ça serait qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, à Mbujimaï, qui devraient se connecter aux personnes qui sont à Kinshasa pour offrir des services. Pourquoi? Parce que de moins en moins, les gens seront mobiles, mais de plus en plus, les gens seront virtuels. La demande sera virtuelle. Il faut impérativement que l'énergie soit repensée en RDC, que la fourniture de l'énergie soit atteigne un niveau optimal pour permettre en fait à ces technologies de passer au travers de l'information. Et même ces technologies, on aura besoin de connecter de plus en plus de personnes. Donc, il faudrait qu'il y ait des politiques qui soient développées autour. Merci au fait que nous avons plusieurs politiques qui se développent, comme par exemple une politique que le chef de l'État a développée derrière le plan national du numérique, qui a été, heureusement que ça a été pensé l'année dernière à Kinshasa, et que ce plan, le gouvernement ainsi que la présidence sont en train de voir comment mettre ça en marche, mais une activité comme celle-là derrière ce plan numérique, qui a des projets de créer de l'infrastructure, de déployer de l'infrastructure pour connecter de plus en plus de Congolais, serait très intéressant. Et c'est alors que, par exemple, dans tous ces différents volets que nous avons parcourus, il y aurait, par exemple, des appels d'offres qui pousseraient, n'est-ce pas? Si on sait qu'on a une justice qui est équilibrée, on sait que nous avons des grands projets sociaux et des grandes planifications en matière de santé publique, si nous savons qu'il y a de l'infrastructure qui permettrait à tous ces points de se connecter pour, par exemple, faire l'exportation des biens de première nécessité entre les différentes villes de la RDC vers les pays étrangers, qui va forcément bénéficier à notre balance économique, je pense que ça serait des points, des actions par lesquelles notre gouvernement pourrait réfléchir pour finalement se dire que j'ai industrialisé le Congo, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, ou encore en ce qui concerne tout type d'infrastructure et garantir l'emploi. Je pense que nous sommes en train de chuter. Je pense que si chacun peut avoir 30 secondes pour un dernier mot en termes de recommandations, et c'est alors que nous allons donner le rendez-vous le week-end pour une deuxième session qui va concerner plus l'après-Covid, mais vue par les alumni qui sont totalement femmes. Ça sera une session 100% femmes, même s'il peut y avoir un modérateur homme, mais on va faire cette session 100% femmes avec nos boursières qui ont participé à notre programme. Alors, je passe rapidement la parole à Maître Chris. En quelques secondes, un dernier mot de recommandation.
Ok, en fait, je m'inscris dans tout ce qui s'est dit ici. Et bien, cependant, je vais, au lieu de faire une recommandation, mais plutôt lancer un appel à tous les alumni qui vont suivre cette vidéo et à tous mes compatriotes relativement au projet qui consiste à déposer une proposition de loi à l'Assemblée qui vise à doter notre pays d'un nouvel inspectorat des services généraux de la justice. Vous savez, toutes ces mesures, toutes les initiatives que nous pourrons prendre ne seront pas utiles tant que la justice tant qu'il n'y aura pas un mécanisme de punition régulier et juste. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les travaux des 100 jours? Tout le monde voit comment ça se passe. Histoire de redresser la justice, on aura besoin de ce service. Comme on dit, c'est à la crainte du gendarme que la population se comporte bien. C'est bien, merci. Sinon, voilà, je peux chuter par là et dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup, Maître Chris. Docteur Benoît, une recommandation, un mot de la fin? Je pense que mes recommandations iront toujours dans le même sens ou des propositions que nous avons formulées tout à l'heure. Mais je pense que s'il faudrait peut-être que nous fassions de recommandations, ce serait à l'endroit de ceux qui nous gouvernent. Donc, les gouvernants, ils doivent surtout comprendre l'importance qu'aujourd'hui, on ne peut pas fuir certaines évidences. Le coronavirus, c'est comme j'aime bien quelqu'un qui dit souvent que le coronavirus est un sous-traitant des dieux. Aujourd'hui, le coronavirus nous a permis à mettre à nu toutes nos incompétences. Merci des sourires. Merci des sourires puisque cette phrase vient de toi. Donc, le coronavirus est un sous-traitant des dieux. Et donc, ce serait peut-être un appel ou bien une recommandation d'une certaine prise de conscience de la part de ceux qui nous gouvernent, de façon à ce qu'ils comprennent vraiment qu'il faut maintenant œuvrer dans le sens à développer le pays. Parfois, tantôt j'ai souvent dit à certaines personnes que l'Afrique avait parfois une certaine chance. Donc, c'est-à-dire que l'effet pour nous d'être en retard du développement est comme pour nous un mal nécessaire. Puisqu'aujourd'hui, si l'Afrique se décide de se développer, on va se développer selon un modèle social plus adapté à la réalité actuelle. Donc, ce serait peut-être une occasion pour nous de pouvoir tout mettre en place pour surtout mieux développer l'Afrique, en commençant par les secteurs de l'environnement et surtout aussi par les secteurs sanitaires en mettant en place un très bon système, un système très efficace des soins de santé primaire. Merci beaucoup, docteur Benoît. Donc, voilà, Maître merci. Chris. Je pense que le rendez-vous est donné pour le week-end. On se retrouvera avec d'autres alumni. Cette fois-là, on aura une session